Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Broadgened. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Vue 2 Chez nous. Vue 2 Chez nous. Nous sommes ensemble sur Radio Broadgened, allez, pendant une petite heure. Mais je suis avec les meilleurs autour de la table. Autour de la table, Adrien, Marie-Astrid, Hugo, Inès, Jeanne, Louis, Héloïse, Inès encore, Nora, Gurvan, le père Francis, Pauline, si j'oublie, ça va pas le faire, et Antoine et Olivier Millet, un professeur d'histoire géo. D'accord, alors au sommaire de cette émission, voilà, beaucoup de sujets. Notre sujet central, c'est l'immigration massive vers l'Europe et ses conséquences. Pour en parler, le père Francis Le Goff, président de l'association Solidarité Blavet-Euphrate, sera notre invité. Vous retrouverez également toutes vos chroniques, de la cuisine à la littérature, tout y passera. Et nous finirons par notre jeu. La deuxième émission de Vue de chez nous commence maintenant. Et vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux #VDCN et sur la page Facebook Radio Broadgened officielle. Alors Louis, on commence avec vous. Comment va le monde ? Quelles informations avez-vous retenues ? Alors, je vais vous présenter le scandale qui secoue le Brésil actuellement. Donc, Dilma Rousseff est l'actuelle présidente du Brésil. Elle a succédé à Lula en 2011. On reproche à Dilma Rousseff son irresponsabilité en matière budgétaire. On l'accuse d'avoir maquillé les comptes publics pour favoriser sa réélection et d'être au courant du scandale de corruption qui secoue le pays concernant l'entreprise Petrobras. Dilma Rousseff accuse le coup et dénonce Michel Temer, son actuel vice-président, de vouloir prendre le pouvoir. Eduardo Cunha a lancé une procédure de destitution contre Dilma Rousseff. La Chambre des députés l'a approuvé, le Sénat doit le valider prochainement, et si plus de la moitié des sénateurs y sont favorables. Si elle est destituée, Dilma Rousseff devra être jugée entre mai et novembre. La présidence devra être assurée d'ici là par Michel Temer, qui nommera Eduardo Cunha comme vice-président. Les alliés de Dilma ont annoncé qu'ils lançaient une procédure de destitution contre Michel Temer. Le Brésil vit sa plus grosse crise politique de son histoire récente. D'accord, et Dilma Rousseff finalement, est-ce qu'elle va rester au pouvoir Il y a de fortes chances qu'elle soit destituée. D'accord, vous avez des réactions autour de la table ? Non, d'accord. Donc alors votre deuxième sujet, c'est les élections présidentielles ? Oui, alors selon un sondage BVA réalisé entre le 15 et 17 avril auprès de 1013 Français de plus de 18 ans, Alain Juppé ferait le meilleur candidat Les Républicains. Le sondage porte sur le score que ferait le candidat Les Républicains, qu'il soit Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou François Fillon. Si Juppé est candidat de droite, il recueillera 35% des voix. Marine Le Pen arrive à la seconde place avec 27% des suffrages. Les candidats de gauche, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, sont ex-aequo avec 13,5% des voix. Le second tour donne Juppé gagnant à 70% des voix. Si Sarkozy est le candidat de droite, il fait 22% des voix contre Marine Le Pen avec 28% des voix, qui prend la tête. Et Hollande recueille 14% des voix. Au second tour, Sarkozy prend la tête avec 66% des voix. Marine Le Pen fait 26%. Si François Fillon est le candidat de droite, il fait 21% des voix. Marine Le Pen fait 29% et Hollande 14%. Au second tour, Fillon recueille 64% des voix et Le Pen 36%. Si Le Maire est le candidat de droite, il fait 18% des voix. Marine Le Pen arrive en seconde place avec 30% des voix. Et le candidat Hollande se rapproche de Le Maire avec 15% des voix. Au second tour, Bruno Le Maire arrive avec 61% des voix contre 39% pour Marine Le Pen. Un nouveau 21 avril est en passe de se produire, comme en 2002 avec Jean-Marie Le Pen. Cependant, quel que soit le candidat des Républicains, la candidate du Front National ne devrait pas passer les 50% au second tour. Le sondage ne dit pas ce qu'il se passerait si un duel PS-FN se produirait au second tour. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui est le mieux engagé dans la course présidentielle aujourd'hui ? Juppé serait celui qui recueillerait le plus de voix actuellement. D'accord. Et donc, un second tour serait possible avec le Front National ? C'est envisageable ? C'est fortement envisageable. D'accord, ok. Vous avez des réactions ? Vous en pensez quoi autour de la table ? Peut-être ? Non. Bon. C'est pas grave. Merci Louis.
On poursuit cette émission avec notre sujet central, l'immigration massive vers l'Europe et ses conséquences. Oui, c'est la crise dans ton pays, t'en as ras-le-bol, alors tu fuis. On se précipite sur les radeaux pour espérer un monde plus beau. T'as intérêt de faire attention dans ta petite embarcation. Attention de ne pas trop bouger si tu ne veux pas chavirer. Vas-y cool, allez cool, échoue-toi sur les plages de Turquie, tous les médias seront ravis. Vas-y cool, et puis cool, tu feras la une un peu partout, puisque ta vie, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et voilà, et pour parler avec nous de ce sujet, nous accueillons Francis Le Goff, recteur de la paroisse de Pluméliau et président de l'association Solidarité Blavet-Euphrate. Bonjour, alors je vais vous poser des questions. Pour commencer, nous aimerions en savoir plus sur cette association. Quand a-t-elle vu le jour ? L'association a vu le jour le 25 février de cette année. Et pourquoi avez-vous créé cette association ? Alors le pape, il y a quelques mois, a lancé un appel, je dirais presque un SOS à la population je dirais mondiale pour réagir sur la situation des migrants à travers le monde. Voilà. Donc cet appel a été relayé par notre évêque, Monseigneur Raymond Santaine, qui demande à ce que toutes les paroisses et toutes les communautés chrétiennes du monde prennent en charge au minimum une famille de migrants. D'accord. Et concrètement, vous venez de le dire, je pense, quel est le but de l'association ? Donc le but de l'association, c'est d'accueillir des migrants, de gérer leur administratif, leur permettre d'avoir un hébergement et puis également de l'alimentation, de la vêture, de scolariser les enfants, d'alphabétisation également pour apprendre le français. Voilà. Il y a donc des familles de réfugiés qui vont arriver dans le secteur de Pontivy prochainement ? Non, il ne faut pas parler au futur parce que je crois que des migrants, il y en a déjà. Il y a plein de gens à Pontivy. Je crois qu'il y a pratiquement 50 sortes de. Il y a 50 nationalités, je crois, sur Pontivy. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, nous, on attend les familles d'ici 3 à 4 mois. Le temps qu'on puisse avoir les papiers, puis que la situation géopolitique du pays puisse permettre l'exfiltration de ces gens. Voilà. D'accord. Donc, le 16 avril, le pape François a effectué une visite sur l'île grecque de Lesbos, carrefour de la route des migrants. Il a ramené avec lui 12 réfugiés syriens qui s'avèrent être de confession musulmane. C'est pourquoi je vous demande si les réfugiés qui seront accueillis à Pontivy devront être de religion catholique ou bien si aucune distinction ne sera faite à propos de la religion. Alors moi j'ai envie de vous répondre autrement, c'est-à-dire que je vais vous contredire. Le pape n'a pas ramené 12 musulmans chez lui en Italie, il a ramené 12 êtres humains, des hommes et des femmes et des enfants. Alors je ne sais pas si on est musulman, si on est chrétien, mais je crois qu'on est être humain dans un premier temps, il me semble. Donc le pape s'est contenté d'emmener des hommes et des femmes et des enfants. Alors maintenant, s'ils sont musulmans, ils sont musulmans, s'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens, mais je crois que le choix s'est fait au tirage au sort. Voilà. Donc il se trouve qu'effectivement c'est tombé sur 12 personnes de confession musulmane, et puis ça aurait pu tomber sur des Yazidis ou alors des chrétiens. Mais bon voilà, c'est comme ça. Alors je sais qu'on l'a reproché au pape. Maintenant, un chrétien, lorsqu'il regarde un être humain, il se contente de se dire en face de moi j'ai un égal. Donc un être humain c'est quelqu'un de digne, voilà, de respectable, quelle que soit sa confession religieuse. Alors notre association, effectivement, dans les journaux, c'est passé qu'on n'allait accueillir que des chrétiens. Alors ça, on verra, le futur nous le dira. Personnellement, moi, que les gens soient musulmans, chrétiens, hindouistes ou shintoïstes ou sans rien du tout, je m'en moque comme de l'an 40. Voilà. Très bien, donc justement, vous avez déjà répondu à ma prochaine question. Et justement, à ce sujet, certaines personnalités politiques telles que Nadine Morano ont critiqué l'action du pape et ont dit que le pape n'aurait dû ramener que des réfugiés chrétiens. Donc vous avez déjà répondu sur ce que vous pensiez par rapport à ça. Donc j'ai d'autres questions d'ordre plus technique. Comment va s'organiser l'accueil de ces migrants ? Je voudrais juste quand même compléter la question précédente. J'invite les politiques à faire de la politique et puis... nous, Église, on va s'inquiéter de ce que c'est que l'humanité. Voilà, on ne va pas mélanger les genres. Madame Morano s'occupe de ce qu'elle a à s'occuper, puis nous, on fera autre chose. Voilà, il y a une séparation de l'Église et de l'État. Et puis ensuite, alors la question que vous m'avez posée, la suite, c'est
Comment va s'organiser l'accueil des migrants ? Alors, dans un premier temps, on nous demande de faire un choix. On nous propose plusieurs familles qui sont dans des situations un peu compliquées, qui sont soit en ce moment même sous les bombardements ou dans des camps de réfugiés, soit en Syrie, soit en Irak, soit au Kurdistan. Et puis, donc, l'association a demandé à des personnes privées ou publiques de pouvoir nous mettre à disposition un hébergement. Donc on nous demande de signer une attestation comme quoi on a bien un hébergement disponible pour une famille. Ensuite, l'ensemble des papiers, attestation, passeport, carte d'identité sont envoyés à l'administration pour faire les demandes de visa jusqu'en Irak ou en Syrie. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que pour la sécurité des gens, on ne peut pas parler trop. Et puis ensuite, ces gens-là reçoivent leur autorisation de quitter le pays, montent dans un avion, ils arrivent à Roissy-Charles de Gaulle, on nous téléphone la veille, et puis on nous dit, voilà, vous avez 2, 3, 4 personnes qui arrivent à Roissy-Charles de Gaulle, donc vous êtes invités à venir les récupérer. Donc on prend nos voitures et puis on file à Paris. Puis on réceptionne les gens. Voilà, qu'on ne connaît pas, qu'ils ne connaissent pas non plus. Et puis on monte tous dans la voiture, puis on rentre en Bretagne. Voilà. Et puis arrivé en Bretagne, l'association, avec les bénévoles, on meublait la maison, on remplit le frigidaire, et puis on les laisse se reposer. Voilà. Parce qu'ils arrivent souvent avec à l'esprit un certain nombre d'horreurs dues à la guerre, aux violences et aux massacres qui se font quotidiennement là-bas au Moyen-Orient. Pour ceux qui écoutent notre émission et qui souhaiteraient prendre part à l'action de votre association, est-ce que c'est possible et comment vous contacter ? C'est très simple, il suffit de téléphoner au presbytère de Pluméliau ou d'envoyer, j'ai envie de dire, les dons, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent, à l'association Solidarité Accueil Blavet-Euphrate, 13 place Jean-Marie Onneau, 56 930 Pluméliau. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions et bravo pour votre belle initiative. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci Francis Le Goff et merci Marie-Astrid. Et maintenant, nous allons débattre tous ensemble. Donc, alors, vous pouvez prendre la parole, bien sûr, avec notre professeur d'histoire également. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que la crise migratoire ? Donc la crise migratoire, si je peux me permettre, effectivement. Ici, on a affaire à une crise migratoire majeure. C'est pas la première de l'histoire. Cela dit, celle-là a quand même une particularité. C'est que c'est une crise géopolitique essentiellement, plus qu'économique. Mais elle s'associe également à une crise économique. C'est-à-dire qu'on a deux types de migrants. On a effectivement la majorité des migrants qui viennent du Moyen-Orient et qui fuient le conflit, comme l'a dit le père Francis tout à l'heure, un conflit violent depuis déjà quelques années. Et à cela, on a aussi une crise économique dans cette zone depuis maintenant 2008 et 2012, ça s'est accéléré. Et puis on a aussi, j'ai envie de dire, les migrants traditionnels d'Afrique de l'Ouest, qui arrivent pas mal aussi sur le territoire européen depuis plusieurs années, et ce tous les ans à partir de cette période de l'année à peu près. Ce qui fait que l'Europe doit, depuis maintenant quelques mois, faire face à une vague de migrants assez importante. Alors, le truc aussi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'Europe, pourquoi est-ce qu'ils viennent vers l'Europe. Donc, si vous regardez le positionnement géographique de cette partie du monde, tournez-vous à l'est, tournez-vous au sud et tournez-vous à l'ouest, et vous verrez qu'il y a peu de perspectives d'accueil pour tous ces migrants. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils viennent vers l'Europe. Ils viennent aussi vers l'Europe parce que c'est une région relativement stable politiquement et puis qui a les moyens quelque part de les accueillir. Malheureusement, qui ne souhaitent pas tout le temps les accueillir. On va, je pense, en parler avec vous tout à l'heure. Cela dit, pour terminer et pour pas monopoliser la parole, cela dit, c'est effectivement pas la première crise migratoire de l'histoire, et à chaque fois, on se rend compte quand même que la capacité d'un État à accueillir des migrants fait que ça se transforme toujours en positif au bout du compte, parce que c'est économiquement souvent intéressant à long terme,
et puis culturellement très enrichissant pour la majorité des populations. D'ailleurs, il y a des États qui s'y trompent quand même assez peu, des États comme les États-Unis qui accueillent tous les ans plus de 500 000 migrants quelque part. Donc c'est quand même là aussi une référence. Et en termes de dynamisme, c'est quand même pas un pays qu'on peut montrer du doigt. D'accord, mais pourquoi on parle de crise? Parce que quand on parle de crise, c'est plutôt péjoratif. Donc pourquoi quelqu'un veut répondre? Parce qu'on a des migrants qui arrivent en quantité vraiment très très massive et puis ça a créé notamment de nombreuses catastrophes dans la mer Méditerranée, je pense qu'on peut en parler, avec de nombreux naufrages sur les îles de Lampedusa, donc dans la mer Méditerranée. Et on a notamment été frappé en septembre dernier par la photo de Aylan Kurdi sur une plage en Turquie, il me semble, un petit garçon de 3 ans, et ça avait choqué vraiment le monde entier, cette photo. Ça avait permis de prendre conscience de cette crise justement par l'ampleur qu'elle a. D'accord. Moi, je crois qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit quand on dit crise massive. On a l'impression qu'on assiste à l'exode biblique de la moitié de la planète qui veut rentrer en Europe. C'est pas tout à fait juste quand même. Pour oublier qu'en Europe, on est 350 millions d'habitants. 500 millions. Donc 500 millions et qu'il doit y avoir 2 ou 3 millions de personnes à vouloir rentrer. Alors 2 ou 3 millions de personnes par rapport à 500 millions, je pense qu'ils vont paraître un peu inaperçus dans le paysage. Et juste effectivement, si je peux rajouter une petite chose, on parle de crise parce qu'on ne veut pas les accueillir. Et c'est aussi ça. C'est parce qu'il y a un bon nombre d'États européens qui ne souhaitent pas accueillir ces migrants. Parce qu'effectivement, comme dit le père Francis, le nombre, c'est pas ça qui pose problème. Et la capacité à les accueillir, elle est là. Mais il y a aujourd'hui un malaise dans l'Union européenne, il y a un malaise dans l'espace Schengen, il y a des pays qui ne souhaitent plus jouer le jeu de la solidarité. Et le problème se pose là. Et je pense que c'est pour ça qu'on parle de crise actuellement. Et je pense que la France fait partie de cela. Mais je me demande, est-ce que le contexte avec le terrorisme en ce moment joue pas justement un rôle dans ce refus d'accueillir les migrants? C'est une question que je pose. Et oui, effectivement, je pense que tu as raison. Il y a un certain nombre d'amalgames qui viennent se greffer à cela. On mélange un peu tout. Tout à l'heure, je rebondis sur l'interview qui a été faite là, du père Francis. Il avait raison de dire que qu'est-ce que vient faire la confession là-dedans, quoi, qu'on soit chrétien, musulman, ça n'a rien à voir, humainement parlant. Et là, je suis pas forcément d'accord avec ce que disait le père Francis. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle des politiques de s'occuper des êtres humains, et c'est ce qu'ils font plus du tout. Et c'est ce qu'on peut leur reprocher parfois, c'est qu'ils ne s'occupent pas suffisamment des êtres humains. Normalement, dans le mot socialisme, il y a le mot social. Oui, d'accord. Mais voilà, on sait que les principaux migrants donc, viennent d'Érythrée, d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie. Mais pourquoi fuient-ils leur pays, finalement ? Pour la simple et bonne raison que la plupart, ce sont des pays en guerre. Donc, ils connaissent la violence, la mort, parce qu'ils envoient tous les jours des corps, des cadavres. Et forcément, en fuyant leur pays, ça leur évite déjà de mourir, parce que on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait. Et du coup, c'est assez inquiétant pour eux. Donc, voilà. C'est ça, qu'il y a, c'est qu'ils sont persécutés en fonction de leur race, leur religion, leur nationalité, voilà. Il y a plusieurs facteurs qui sont obligés de quitter leur pays. Certes, mais je crois qu'on a la mémoire courte en France, parce qu'en fait, des migrants, moi je me souviens de mes parents quand ils me racontaient la Seconde Guerre mondiale, c'est pas si vieux que ça, eux sur les routes à 12 ans, avec une brouette, fuyant une bombe qui brûlait pour rejoindre le nord du département, et puis on les recevait comme s'ils étaient des chiens dans un jeu de quilles, donc l'immigration, il y en a toujours eu. Et rappelons-nous aussi qu'on est plusieurs millions d'Européens à avoir quitté l'Europe au 19e siècle pour aller faire un tour du côté des États-Unis, et qu'à l'époque, je pense qu'on était aussi content d'être bien reçus dans ce nouveau pays. Et il y a aussi le facteur économique qui fait que les gens fuient une région, parce que tout simplement l'avenir est compliqué. Et puis n'oubliez pas non plus qu'il y a déjà un certain nombre de migrants en Europe, donc c'est parfois plus facile de s'intégrer pour eux sur la zone européenne, parce qu'ils n'arrivent pas forcément sans aucun contact non plus. Alors ça, c'est vrai pour les migrants venant d'Afrique de l'Ouest, c'est un peu moins vrai pour les Syriens, effectivement, et les Irakiens qui, eux, pour le coup, quittent vraiment tout. Mais ici, il faut parler d'asile politique.
Normalement, c'est de ça qu'on devrait parler pour au moins les pays en guerre. Hein, on devrait parler d'asile politique. Et normalement, tout pays, tout État digne de ce nom, enfin toute démocratie au moins, doit répondre à l'asile politique. Et normalement, si on écoute bien ce que disent ces migrants-là, ils ne viennent pas pour rester ad vitam aeternam. C'est-à-dire, une partie d'entre eux restera peut-être, mais il y a quand même une autre partie d'entre eux qui souhaite venir à titre transitoire. Hein. Et pour le coup, c'est pas une migration économique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une formation intellectuelle, ce sont des gens qui ont un métier, ce sont des gens qui quittent tout. Hein. Et ils viennent pas pour le plaisir, ils viennent pas en Europe pour profiter des avantages du système européen. Ça, faut bien l'avoir dans la tête. Il y a beaucoup d'amalgames en ce moment dans le débat public et c'est un peu gênant pour le bon entendement des choses. D'accord, mais vous donnez les côtés positifs de l'immigration. Mais pourquoi l'Europe ne veut pas les accueillir, ces migrants ? Pourquoi l'Europe ne veut pas accueillir ces réfugiés ? Moi, je pense que les politiques devraient aller faire un tour dans les pays là-bas en Syrie ou comme à Raqqa, par exemple, le fief de l'État islamique, devrait passer, je pense, une semaine là-bas et voir comment ça se passe et voir pourquoi les migrants sont des migrants finalement et pourquoi. Enfin, la question que je pose, c'est pourquoi ils refusent, en fait, certains politiques refusent d'accueillir, finalement, comme disait le père Francis, juste des êtres humains, en fait. C'est rien du tout, il y a pas de... Enfin, on est pareil, quoi. On a des bras, deux jambes, c'est... Voilà. Moi, je crois que tu en demandes un peu beaucoup, quand même, parce que tu demandes à un politique de s'affronter à la réalité. Oui, d'accord. Mais on entend souvent que la crise migratoire a des conséquences économiques sur notre territoire. Par exemple, on entend que la crise politique engendre une augmentation du chômage. C'est faux. Merci. Inès Je voulais plus répondre à ta question d'avant quand tu nous parlais des points négatifs de la crise migratoire. Je pense qu'il y a énormément de gens, et comme tu disais Adrien, des politiciens qui refusaient d'accueillir des migrants. Je pense aussi que l'Europe est dans une crise économique qui est très très importante et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire face justement à la baisse du pouvoir d'achat qui les ont atteints depuis maintenant plusieurs années, le chômage, la précarité. Et les gens et certains politiciens profitent de la faiblesse de ces personnes. Ces personnes-ci ont du mal justement à voir qu'on puisse aider des migrants économiquement parlant, on puisse les aider, on puisse leur offrir des logements, alors que eux... ils sont là, ils payent leurs impôts, tout ça, et puis on leur donne pas grand-chose non plus en retour, quoi. Je pense que c'est ça le sentiment que... C'est un sentiment d'injustice, finalement, oui, par rapport aux migrants. Oui, je pense que les soucis que l'on a en France et en Europe par rapport à la crise économique, ils les reportent sur le fait sur la crise migratoire, quoi. Alors qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a un lien, certes, mais il n'y en a pas non plus. C'est pas un lien évident, quoi. Et si les Européens pouvaient imaginer un court instant que le bonheur ne réside pas à leur capacité et à leur pouvoir d'achat, ça résoudrait un certain nombre de questions, puisque beaucoup d'entre nous, on imagine que le bonheur réside à acheter des choses. Mais le bonheur, c'est peut-être aussi la rencontre de l'autre qui est différent, rencontre de l'autre qui arrive d'une autre culture, d'un autre pays. Alors si on prenait le problème par ce bout-là, peut-être qu'il y a d'autres que des questions trouveraient leur réponse. Le pouvoir d'achat aide quand même au bonheur. Oui, parce qu'on est dans la mondialisation quand même. Donc c'est difficile de vivre si on n'a pas de pouvoir d'achat, si on ne peut pas acheter. Moi, je vous invite à prendre un avion, puis à circuler à travers le monde entier, puis vous verrez que les Européens, et particulièrement les Français, vous avez vraiment aucune raison de vous plaindre. Hein. Franchement, sincèrement, parce que tout à l'heure, on va tous rentrer chez soi, on aura tous le confort à la maison, hein, on aura le canapé, on va aller en boîte ce soir, on pourra, voilà. Et moi, j'ai des amis qui habitent le Togo en ce moment, je peux vous assurer que dormir dans une cabane en tôle, c'est moins drôle en fait. Ils iront pas en boîte ce soir, ils iront au Marigot chercher de la flotte. D'accord, donc finalement, on est un peu égoïste finalement en Europe, si je comprends bien ce que vous dites. Égoïste et aveugle. Et sourd à la misère des autres. Moi, je pense que l'être humain de base a peur de l'inconnu en fait, et peur de l'étranger, et peur de ce qui peut se passer en fait, de ce qu'on connaît pas en fait. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a du mal à accueillir des personnes qui ne sont pas de notre même culture ou de notre même religion, quoi. D'accord. Et justement, certaines personnes avancent cet argument-là pour dire que les immigrés qui viennent en Europe n'ont pas la même culture que nous et donc ont du mal à s'intégrer. Il y a un problème d'intégration en Europe.
La peur est mauvaise conseillère. Et il faut toujours se méfier des gens qui utilisent la peur pour proposer des discours politiques. Ça, c'est vraiment essentiel. Ne jamais écouter les gens qui proposent la peur comme modèle. Qui visez-vous? Plein de gens que vous connaissez. D'accord. Et qui proposent des discours politiques qui sont contraires aux valeurs, moi en ce qui me concerne, aux valeurs de l'évangile. Voilà. D'accord. Mais enfin, on l'a vu en Allemagne cet hiver, ça peut créer des tensions quand même d'avoir des immigrés en Europe, des immigrés entre comment dire, je sais pas comment appeler ça, les populations qui étaient sur place et les immigrés qui arrivent. Quel bonheur ça doit être de pouvoir vivre ensemble avec la même culture, la même langue, la même religion, tous pareils, tous identiques. Oh, vivement le temps où on sera tous des clones. D'accord. Merci. Je crois que je lui ai... Voilà, je sais plus quoi dire. Voilà, mais il y a beaucoup de demandes d'asile en Europe, et donc comment s'effectuent ces demandes d'asile? Alors, c'est un processus compliqué, donc on va pas rentrer dans l'explication forcément des demandes d'asile. Et puis en plus, ça dépend vraiment des États pour le coup. Il n'y a pas une législation européenne. Après, c'est chaque État qui a des critères particuliers pour accueillir tel ou tel migrant. Bon, de toute façon, on va pas commencer à parler de quantité. Voilà, on a vu que l'Allemagne avait énormément ouvert ses portes, beaucoup plus que d'autres pays. C'est aussi pour des raisons humaine, mais c'est aussi pour des raisons économiques, quelque part, puisque on sait que la population vieillit beaucoup en Allemagne, et qu'elle a besoin aussi de main-d'œuvre, quelque part, et puis de main-d'œuvre qualifiée, c'est pas mal. Mais c'est vrai que tout à l'heure, ce que disait Inès, c'était très juste. En Europe, on vit une crise économique importante, et il y a effectivement une montée, il ne faut pas avoir peur des mots, moi je vais les citer, une montée des partis extrémistes dans beaucoup de pays aujourd'hui, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, la Finlande. Voilà, la France, là aussi, et puis peut-être d'autres pays. C'est dû à ça, c'est dû à la crise économique, c'est dû à la peur, c'est dû aux égoïsmes, c'est dû au nationalisme. N'oubliez pas que les nationalismes, ils ont toujours existé en Europe. Donc, on a beau avoir vécu des situations tragiques, si l'histoire servait de leçon, ça se saurait. Donc normalement, effectivement, on devrait sortir plus intelligent, mais on a l'impression que c'est pas toujours le cas. Par rapport à la question que tu posais, Alexandre, sur quelle capacité on peut avoir à absorber ça, quoi. On est en train de vivre, de toute façon, c'est ça qui est intéressant, et c'est bien d'avoir des jeunes comme vous avec des avis, des envies de débattre autour de la table, parce qu'on est en train de vivre aussi un changement de société, et quelque part on est effectivement de plus en plus dans une société extrêmement individualisée, voire individualiste, et de toute façon ça ne pourra sûrement pas durer. Et moi j'ai envie de vous poser une question autour de la table, c'est assez simple. Est-ce que la France pourrait se passer de l'immigration ? Il faut noter aussi que la France il y a eu de l'immigration, surtout pendant les 30 Glorieuses, et on était bien content d'avoir une main-d'œuvre qualifiée ou non qui était là pour reconstruire la France alors qu'elle était détruite. Donc, certes, maintenant, les migrants sont peut-être une gêne, mais comme ça a été dit, c'est un renouveau économique et c'est une population qui se renouvelle en France. Donc, sur le moment, c'est peut-être un malus, mais ça deviendra sûrement un bonus. En fait, le problème, c'est que dans un pays, quand tout va bien, c'est super, on peut accueillir des migrants, ça pose pas de problème. Mais après, dès que la crise commence à se faire ressentir, faut trouver un coupable, faut trouver quelqu'un. Et le plus souvent, c'est les migrants. Donc alors, est-ce que vous comprenez les différences de politique migratoire en Europe ? Chaque pays a eu sa réaction à elle-même par rapport à la crise migratoire. Certains, comme l'Allemagne, ont décidé d'accueillir des migrants, alors que certains ont décidé de bloquer leurs frontières et même construire des murs. Carrément, on peut voir ça en Europe de l'Est. Il y a des murs qui ont été construits et des barrages filtrants pour empêcher les migrants de venir. Donc, c'est une réaction, qui est faite à la va-vite. Enfin, c'est
pas vraiment réfléchi, c'est plus une réponse à cette crise dans la rapidité quoi, pour être efficace. Donc chaque État décide de sa politique migratoire finalement, il n'y a pas une politique migratoire commune. Il n'y a pas de loi européenne en tout cas pour les migrants. Moi qui suis vieux parmi vous, avec mon grand âge, qui ai connu le mur de Berlin et je l'ai vu se faire démonter, je suis toujours un petit peu surpris qu'on en monte maintenant. Moi, ça m'inquiète, voilà, les murs. Alors moi qui suis beaucoup plus jeune que le père Francis, effectivement c'est très surprenant, mais il n'y a aucune cohérence dans la politique européenne, et ce qui est, une fois de plus j'ai envie de dire, et ce qui pose problème c'est l'éclatement peut-être à court terme de l'espace Schengen, clairement, qui favorise la libre circulation des hommes, parce qu'il y a un certain nombre de frontières qui sont un petit peu rétablies. Inès. Vous m'avez un peu piqué mon idée, mais je pense que c'est vrai que ce qui manque à l'Europe, c'est peut-être une politique commune, mais peut-être aussi, mais ça aurait dû être mis en place il y a un paquet d'années, c'est peut-être une politique commune et une armée commune. Je pense que l'Europe, avant d'être un espace économique, il aurait dû être un espace politique, puisque c'est un pôle important du monde. Je pense que ils auraient dû mettre une politique commune pour justement faire face à ce genre de crise, que ce soit des crises migratoires, crises économiques. Et je pense qu'on ne serait peut-être pas là aujourd'hui à avoir autant de soucis avec une crise migratoire. Et pour conclure ce sujet, finalement, le bilan de cette crise, il est positif ou il est négatif ? Il est positif parce que ça nous demande des remises en cause. Il est peut-être un peu trop tôt, oui, pour poser des conclusions sur la crise migratoire, mais au final, ce sera forcément positif, car ce sont des nouvelles personnes, une nouvelle génération qui arrive, donc il ne peut pas y avoir de mal là-dedans. Et puis historiquement parlant, on s'aperçoit souvent que l'immigration, au bout du compte, est souvent positive. D'ailleurs, si je cite un nom, par exemple, si on dit Sarkozy, c'est un bon exemple d'intégration, non ? Puisque il me semble que c'est quelqu'un dont les parents sont originaires d'Europe de l'Est. Donc l'Europe de l'Est, c'était le même problème il y a maintenant un peu plus d'une cinquantaine d'années, 70-80 ans. Mais tous les migrants qui venaient d'Europe de l'Est, c'était le même problème de racisme, le même problème de rejet, le même problème, voilà. Et finalement, tous ces gens-là sont très, 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 très bien intégrés. Donc à terme, en général, ça se passe plutôt bien. D'accord, une bonne conclusion. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On passe à des sujets un petit peu plus légers, avec des chroniques très diversifiées aujourd'hui. Alors Gurvan, on commence avec vous, mais alors qui est Ibrahim Malouf ? C'est dur à dire. Ibrahim Malouf, donc j'ai eu la chance d'aller le voir en concert mercredi soir. Il passait à Rennes aux Libertés. Donc Ibrahim Malouf, c'est dans le sujet, hein, et il est franco-libanais. Donc il est né à Beyrouth en 1980, donc de parents libanais évidemment, et il s'est avéré qu'il a migré en France. Donc un des exemples comme quoi la migration n'a pas que du mauvais. Donc j'ai pu le voir mercredi dernier à Rennes. Il a sorti un album dernièrement qui s'appelle Red and Black Light. Il était donc en tournée des Zéniths actuellement. Je l'ai donc vu mercredi soir pour un show de 2h30 où on a pu entendre du jazz, du ska et parfois même des teintes d'hard rock. Donc c'était un spectacle qui mêlait aussi bien des solos jazz endiablés de trompette, des percussions, du visuel avec des danseurs et des effets spéciaux avec des lumières, etc. Tous les ingrédients étaient là pour un bon concert. Il était aussi en présence de son équipe de musiciens qui sont quand même très très bons, il faut le souligner. Et pour quelques morceaux, même le bagad du bout du monde avec Youn Le Cam qui ont pu clôturer le spectacle d'une très belle manière. D'accord, donc trompettiste, pianiste, compositeur, un homme plein de talent. Merci Adrien. Et en parlant de talent... Moi c'est Gurvan, mais... Pas de soucis Alexandre, pas de soucis. C'est la même chose, c'est les mêmes prénoms, hein. On n'est pas loin. En parlant de talent, voilà, Antoine, vous allez nous parler d'une auteure de talent qui est Fabienne Juel, qui a écrit La chaise numéro 14. Alors qu'avez-vous pensé de ce livre, Antoine ? Alors c'est effectivement bien ça, c'est bien La chaise numéro 14. Alors moi personnellement c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la biennale qui se passe sur Pontivy en ce moment, donc c'est le week-end du 22 et du 23 avril.
Donc ce livre est un livre vraiment très intéressant d'un point de vue historique, puisque comme d'habitude, la Biennale s'axe sur un côté historique. Il nous apprend et nous montre ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé pour ceux qu'on a appelés les tondus. Donc ce sont des femmes qui, malheureusement pour elles, ont été stigmatisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque pour la plupart, elles avaient collaboré avec des Allemands, la plupart du temps en aimant ces Allemands, en couchant avec eux. Donc tout le monde, la plupart des résistants de la dernière heure, comme on les appelle, voire même ceux qui ont participé, les maquisards, les ont stigmatisés très très vite et ont décidé de toutes les tondre. Et ça a révélé sur elles ensuite des insultes et énormément de tragédies pour elles. Donc l'histoire se passe à Saint-Brieuc, donc c'est assez proche du coin. Et on peut voir l'histoire, la bataille d'une femme qui se bat pour récupérer son honneur, pour essayer de faire rejaillir la honte, non pas sur elle et sur toutes les tondues, mais sur ceux qui ont osé la tondre, sur ceux qui ont osé faire ces atrocités, commettre ces atrocités à des femmes qui, d'une certaine façon, sont innocentes. Et d'ailleurs, c'est l'une des morales du livre, c'est que la guerre ne fait que des victimes innocentes. Il n'y a jamais de personne qui a pas de bien ou de mal. Il faut arrêter cette vision manichéenne. Et ce livre essaye de nous montrer ça du mieux possible. Donc on a un style assez riche qui peut rebuter au début, mais qui permet néanmoins de bien décrire les émotions et de décrire tout ce qu'on peut voir. Et si ce style riche peut être un peu inquiétant, le schéma est assez simple, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et du coup, il est assez simple de rentrer dans l'histoire. On peut d'ailleurs y penser un peu comme le livre Candide de Voltaire, puisque c'est un peu un conte philosophique qui nous montre le combat d'une femme contre la honte et surtout contre les atrocités de la guerre. Donc Louis, vous avez lu ce livre et vous en avez pensé quoi de ce livre ? Eh bien, c'est un livre où on voit le contexte historique de Saint-Brieuc pendant la guerre. Donc on voit ce qui s'y passe et le destin de cette femme qui se bat pour récupérer son honneur. Voilà. D'accord. Et Monsieur Millet, professeur d'histoire, vous en avez pensé quoi, vous ? Alors moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est le témoignage d'une femme. Voilà, c'est une femme qui écrit sur une femme tondue, sur une femme qui a juste commis la faute d'aimer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. C'était un ennemi, et alors ? Non, elle ne le voit pas comme ça. C'est une histoire d'amour, en fait. Hein. Et ça met en valeur l'acharnement d'un certain nombre de personnes sur toutes ces femmes qui ont aimé des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On a souvent oublié de juger des gens qui ont collaboré dans les administrations, mais avaient-ils le choix ? C'est des questions qu'on pose. On a souvent oublié, ou on a souvent, on va dire... permis à des gens comme Maurice Papon, par exemple, qui est resté préfet pendant très 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 longtemps en France, de continuer leur carrière. Et c'est vrai qu'on s'est déchaîné sur des femmes qui étaient totalement innocentes. Donc je trouve que c'est un livre qui montre bien, quelque part, la situation compliquée qu'était la période en 1945, mais surtout que les sentiments humains sont difficilement contrôlables. Hein, et surtout l'amour. Et j'ai été assez touché par ce livre. Merci Monsieur Millet, Louis et Antoine. Maintenant, un petit peu de culture. Nora, vous allez nous donner une citation et nous, on va devoir trouver qui a donné cette citation. Alors Nora, première citation. Alors bonjour. Alors j'ai commencé par la première citation et c'est « Connais-toi toi-même ». Alors je vous laisse deviner, c'est quand même un philosophe. Oui. C'est Socrate ? Bingo. Ah mais c'est pas juste, vous êtes en philosophie tous les deux. Nous on n'a pas encore philosophie, alors allez, deuxième citation. Plus facile. Elle va être peut-être un peu compliquée pour ceux qui ne font pas philosophie, je suis désolée. Mon bac était ce matin, donc voilà. Mais en tout cas, c'est « Nous oscillons, tel un pendule, entre la souffrance et l'ennui ». Spinoza. Eh bien, ouais, c'est ça. Comme ton bac blanc de philo était ce matin, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors, si je pars dans ce débat-là, on n'a pas terminé. Hein. Moi, je suis fatiguée. D'accord. Non, je peux pas. Bon, allez, dans la prochaine émission, c'est pas grave. Merci Nora. Bon, Adrien, vous avez vous aussi choisi de nous parler d'un artiste. C'est Axel Rose, c'est dur à dire. Donc, qui est Axel Rose, Adrien ? Alors, je voudrais vous parler d'une polémique qui tourne en ce moment, enfin ces derniers temps, autour du monde musical, surtout autour du hard rock. Alors ces derniers temps, donc je vais bien sûr parler de l'affaire Axel Rose.
donc qui a fait du très gros bruit donc sur ce monde musical. Donc Axl Rose, qui s'écrit AXL, c'est de l'anglais, voilà. Donc c'est le leader et chanteur du groupe américain Guns N' Roses. Donc la nouvelle, la voici. Donc une rumeur tournait ces derniers temps comme quoi le chanteur des Guns N' Roses avait remplacé le célèbre Brian Johnson au sein du groupe AC/DC, et cette rumeur a été confirmée le week-end dernier par le groupe australien. Donc Axl Rose remplacerait bien Johnson au sein du groupe pour leur fin de tournée mondiale, dont la date marseillaise est prévue le 13 mai. Il commencerait donc à chanter le 7 mai à Lisbonne. Donc cataclysme donc et ouragan au niveau de la réaction des fans, furieuse réaction des fans en colère, qui ne se font pas attendre et se demandent tous pourquoi. Eh bien, d'après le groupe australien, si le chanteur avait dû continuer la tournée, il aurait été victime d'une surdité totale. Donc âgé aujourd'hui de 69 ans, Brian Johnson a rejoint le groupe AC/DC en 1980, juste après la mort du célèbre Bon Scott, donc l'ancien chanteur du groupe. Donc il quitte aujourd'hui malheureusement le groupe avec une certaine amertume tout de même. Et afin d'expliquer son départ, il s'exprime dans un communiqué. Donc je cite, le 7 mars, après une série d'examens médicaux par les plus grands spécialistes dans le domaine en perte d'audition, il m'a été dit que si je continuais à jouer dans les grandes salles, je risquais la surdité totale. Si j'étais horrifié par cette nouvelle, j'avais remarqué auparavant que les prémices de ce problème commençaient à affecter mes performances sur scène. Je commençais à mal distinguer le son des guitares et comme je n'étais pas non plus en capacité d'entendre les autres musiciens, je craignais à juste titre que la qualité de mon interprétation pouvait être compromise. C'est donc une nouvelle page de l'histoire qui se tourne pour le groupe. D'accord, merci Adrien. Est-ce que vous avez envie d'écouter une de ses œuvres ? Oui. Oh, vous avez l'air enchanté, c'est fou. Bon allez, on écoute tout de suite Welcome to the Jungle. Alors je vous préviens, c'est du rock, alors âme sensible, s'abstenir. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ça sur RB. Oh là 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 là, je crois que j'ai perdu un tympan là. Merci Adrien pour cette chronique. Bon allez, moi je commence à avoir un peu faim, hein. Alors on va voir ce qui se passe dans la cuisine avec Héloïse. De quoi allez-vous nous parler, Héloïse ? Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une recette de cuisine qui est simple et qui régale les petits et les grands. Il s'agit du pain perdu. Alors c'est très pratique pour éviter les gaspillages alimentaires et c'est facile à faire avec des enfants par exemple. Il peut être préparé en dessert ou alors au goûter. Alors ma recette est faite pour 4 gourmands. Il vous faudra 8 tranches de pain brioché, 2 œufs, 30 centilitres de lait, 60 g de beurre et de sucre et un sachet de sucre vanillé. Alors on commence par faire tiédir le lait dans une casserole. On bat les œufs en omelette dans un bol et on y ajoute le sucre et le sucre vanillé. Puis on verse le lait et les œufs en continuant de touiller. On fait fondre un tout petit peu de beurre dans une poêle et on trempe 2 tranches de pain dans la préparation. Puis on les dépose dans la poêle et on les fait dorer des deux côtés. On les dépose ensuite dans une assiette, on les parsème de sucre et on sert tout de suite pour ne pas que ça refroidisse parce que c'est meilleur quand c'est chaud. On peut ensuite les garnir avec de la pâte à tartiner, du beurre, du caramel au beurre salé ou encore de la confiture maison. C'est selon les goûts de chacun. Voilà, bon appétit. Moi je propose qu'en sortant de l'émission vous nous en fassiez. Oh bah bien sûr. Bah c'est une bonne idée, voilà, vous nous avez mis l'eau à la bouche, pardon. parce que l'eau à la douche c'est plus courant, mais c'est pas grave, merci Héloïse pour cette chronique. Allez, on passe maintenant à des informations très sérieuses, enfin ou pas, avec les infos d'Hugo. Si c'est des infos sérieuses. Oui, en tout cas elles sont véridiques. Elles sont véridiques mais... Voilà, c'est à vous de juger. On commence tout de suite avec la boulette du mois. Enfin, j'aurais dit la boulette du mois si la personne qui l'avait faite n'était ni connue, ni milliardaire, ni en course pour l'investiture de la Maison Blanche. Mais comme c'est le cas, on va plutôt parler de la boulette de l'année. La palme revient à Donald Trump. En pleine campagne présidentielle, il est bon pour l'image d'un candidat de rendre hommage à un drame qui a marqué son pays. Encore faut-il ne pas se tromper de date. Le candidat républicain a en effet rendu hommage aux attentats du World Trade Center qui se seraient déroulés selon lui le 11 juillet. Alors Donald, avant d'interdire tout musulman d'entrer en Amérique et de vouloir construire un mur pour séparer le Mexique des États-Unis, il serait peut-être bon de réviser un peu les bases de l'histoire de ton pays. Parce que les attentats ont eu lieu le 11 septembre. 11 septembre d'ailleurs, on reste dans le même pays, la même date, mais autre année et donc autre info. Le 11 septembre 1875 se déroula le premier match de baseball féminin aux États-Unis. Mais, car il y a un mais, il n'opposa pas de villes comme un New York-Boston ou encore un Chicago-Los Angeles. Non, c'est beaucoup trop classique. Ce fut un match qui opposa les blondes contre les brunes, remporté d'ailleurs 42-38 pour les blondes.
On pourrait se dire que le match date de plus de 140 ans et que maintenant on ne fait plus d'équipe de sport féminine, ce serait ridicule. Eh bien, c'est mal connaître les Américains qui organisent chaque année des matchs de Powder Puff, qui est une variante du football américain où des équipes composées uniquement de blondes affrontent des équipes composées uniquement de brunes. Et vous allez me dire, les rousses, elles ne peuvent pas jouer ? Eh bien si, car la couleur des cheveux n'a pas besoin d'être naturelle. Il suffit de se faire une teinture avant l'inscription des équipes. Ces matchs sont tellement devenus populaires que lorsque l'équipe de Dallas joue à domicile, ils reçoivent leurs adversaires depuis 2012 au Cotton Bowl, qui est un stade de football américain pouvant contenir pas moins de 92 000 personnes. Les dirigeants prévoient même d'organiser un Super Bowl blonde contre brune. Histoire à suivre. Mais le point positif dans tout ça, c'est que les bénéfices des matchs sont reversés à la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Étant donné que nous sommes en pleine période d'élection en France, c'est faux, mais il me fallait une bonne accroche pour parler du prochain sujet, les votes blancs. Nombreux sont les Français qui voudraient que le vote blanc soit pris en compte pendant les élections. L'IFOP a réalisé une étude en 2014 sur un échantillon de 981 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. La question était, êtes-vous favorable ou opposé à ce que le vote blanc soit considéré comme un suffrage exprimé et qu'il soit pris en compte lors du calcul du résultat des élections ? Eh bien, 85% ont répondu qu'elles étaient favorables au vote blanc. Et ailleurs en Europe, comment ça se passe ? Le vote blanc est pris en compte dans 2 pays européens seulement. Enfin, presque pris en compte. En Suède, par exemple, le vote blanc est reconnu dans certaines élections, notamment dans les référendums. C'est vrai que c'est tellement pratique de répondre autre chose que oui ou non à une question posée. En Grèce, c'est totalement différent. Si vous votez blanc, votre voix ira pour le candidat ayant reçu la majorité. Vous voterez donc quoi qu'il arrive pour le futur gagnant. En fait, voter blanc en Grèce revient à être supporter du PSG en Ligue 1. Ça a peu d'intérêt et en plus, on est sûr que notre choix finira premier. D'accord, merci Hugo. Et donc vous êtes plus blonde ou brune ? Oh, ça dépend, ce qui me tombe sur la main souvent. D'accord, merci Hugo. Et on termine notre émission par notre jeu préféré. Alors Inès et Jeanne, vous allez nous poser des questions, c'est ça ? Et on va devoir répondre. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ah bah super. Donc bonjour tout le monde. Donc je vais poser la première question, puis après je vais passer à Jeanne. Donc je vais vous poser à chacun quel est le sport que vous avez le plus pratiqué au cours de cette année. On va répondre en hors club. Sans compter dans votre club ce que vous faites régulièrement. Allez, on va juste prendre ce côté-là. Là. Allez. Louis, vas-y, réponds d'abord. Quel sport t'as le plus pratiqué ? Alors pour moi, c'est le vélo. Le vélo. Et Louise, quel sport t'as le plus pratiqué ? La natation. Hop, Inès, vas-y. Le tennis et la danse. Nora ? La course à pied. Oui, c'est très bien la course à pied. Vas-y. La course à pied aussi sûrement. Ok, la course à pied, ok. Et donc, à part les soirées. D'accord, merci Gurvan. Et donc vos statistiques, Inès ? Donc alors Sportima en juillet 2015, donc auprès de 1000 Français âgés de 15 ans et plus. Donc la marche et la randonnée sont de 34,9%, donc c'est le plus haut pourcentage. Puis après le vélo ou le VTT, donc à 30,3%. Et en troisième position, la natation qui atteint 29,7%. D'accord, et donc la deuxième question, c'est quoi ? Alors la deuxième question, c'est est-ce que vous aimez faire du sport ? Est-ce qu'on aime faire du... Alors déjà, levez la main, qui aime faire du sport autour de la table ? Oh là, il y en a trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aiment faire du sport. Et je suppose que les autres n'aiment pas faire du sport. Voilà. Le père Francis, il a répondu quoi ? Moi, je fais du patin à roulette. Oui, c'est très sportif. Et monsieur Millet, il a répondu quoi ? Il a répondu oui. Il aime le sport, ok. Il fait du karaté, monsieur Millet. Mais le père Le Goff, il fait du kayak de mer. Bien ça. D'accord, merci. Merci. Et donc, Jeanne ? Donc 59% d'après baromètre mensuel en octobre 2015. 59% disent que oui, ils aiment faire du sport, dont 39% non, et 2% ne savent pas. Mais dans ceux qui disent oui, il y a beaucoup plus de garçons que de femmes qui aiment faire du sport. D'accord, merci les filles. Et donc cette émission est déjà finie. Voilà. Enfin une réaction. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pourrez nous retrouver le jeudi à 15h et le samedi à 15h. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet radiobraise.bzh et sur la page Facebook Radio Broadjonette officielle. Merci à tous d'avoir écouté Vue 2 Chez nous. Allez encore Vue 2 Chez nous. Allez, merci à tous.
C'était Vue de chez nous, présenté par Alexandre Urvois et réalisé par Cécile Goual. Merci pour le soutien de Radio Broadgenet et du lycée Jeanne d'Arc. D'accord, donc on pourrait pas se passer de l'immigration en France, si je comprends bien. Mais non, on peut pas s'en passer. C'est pas possible. Autrement, on va tous boiter du même côté et puis on va tous avoir le même nez et puis c'est bien de temps à autre un peu de sang neuf. Hein. Voilà, donc ça permet aussi à un pays de si vous étiez dans le studio, vous vous rendrez compte que le matériel est en train de se casser la figure. Et donc en fait, c'est un peu compliqué. Et donc c'est pas facile de... L'hirondelle, le pain.